Inauguration à Utenhofen. Le village va pouvoir profiter des attraits d'une salle polyvalente. Cette construction a pris place sur le site de l'ancien foyer communal. La salle est donc idéalement située entre l'église et la mairie. Gageons que nombre de futurs mariés la réserveront pour fêter leurs noces. Ce projet a été réalisé avec l'aide du Conseil général afin d'encourager les manifestations culturelles et les rencontres à Utenhofen. Cuisine, bar et équipement audio, tout est là pour accueillir au mieux les festivités. Spectacle équestre à Dambach. Le relais équestre a ouvert ses portes pour proposer une journée autour du cheval. Petite restauration, puis préparation des équidés, et c'est enfin le tour du spectacle. Intitulée Le Trésor de la Vallée, cette animation en musique raconte une belle histoire. Un conte de fées où une sorcière a jeté un sort sur la vallée qui est envahie par la tristesse. L'occasion de mettre en scène des cavaliers et des attelages. Heureusement, à la fin de l'histoire, le sort est rompu. Les habitants de la vallée repartent heureux, tout comme les spectateurs. « 40 années de jumelage entre Reichshofen et Kandel, une journée qui s'annonce plutôt festive. Après un sympathique petit déjeuner, 3 rames du Naveney TER transfrontalier n'étaient pas de trop pour amener les Reichshofenois dans la cité allemande. Surprise en gare de Kandel, les Alsaciens arrivent en costume médiéval. Suivent alors les échanges, défilés et discours qu'on peut presque dire traditionnels. Une alliance quadragénaire qui se fête d'autant plus qu'elle est le premier jumelage après-guerre entre communes françaises et allemandes. Entre musique et fête, on perd la notion du temps et la nuit venue, de retour dans la cité des cuirassiers, nostalgie et souvenirs foisonnent déjà. J'ai bien aimé la petite place près de l'église avec ses colombages restaurés, les maisons très belles, les rues piétonnes aussi bien aménagées. C'est la rentrée des classes pour les nouveaux 6e. Marc et Loïc vont devoir pour la première fois quitter l'école de Gumbrechtshofen. Ils vont devoir se rendre tous les jours au collège de Niederbronn, le collège Charles Munch. Lever ordinaire et petit déjeuner, vérification du cartable, il ne faut rien oublier. Alors, stressés les futurs 6e ? Ça va changer. Ça fait un sacré changement. Parce qu'il y a le car, il y a tout plein d'autres classes, les plus grands, la cantine qu'on n'avait pas, et le changement de prof toutes les heures. Moi ça va, mais avant, là je suis déjà un peu plus rassurée. Mais on va savoir les emplois du temps de l'année, les professeurs qu'on va avoir. On va nous montrer la cantine. Trajet pour se rendre à l'arrêt de bus et discussion avec leurs camarades. C'est la deuxième mi-temps où ils ont mis des trucs. C'est pas la première. Ma mère, elle a dit que ça m'étonnerait qu'ils gagnent.
parents pouvaient accompagner leurs enfants au réfectoire pour assister à l'appel des classes. Guillaume Cromer. Marc et Loïc ne sont pas dans la même classe. Nous avons suivi Marc avec ses camarades de 6e 2. Tous les élèves doivent se présenter devant la classe. D'accord. Et toi? Je m'appelle Julien, je m'appelle Valkyrie Marc, j'habite au Mois-Chauffin. Je souhaite travailler avec vous dans le plus grand calme et dans le plus grand respect. Et vient enfin l'emploi du temps tant attendu. Dans votre carnet de liaison violet que je vous donnerai tout à l'heure. Maximum 3 à l'après-midi. À 9h. Seulement puis LV avec ce que je vous ai dit. Donc là, je ne précise pas. Regardez, la 3e heure du mardi, ça va se compliquer. Et vous allez faire tout à l'heure cette petite. 10 heures, c'est l'heure d'une petite récré. Ici, on court autant, ou presque, qu'en primaire. En visitant le collège avec le professeur principal, les enfants découvrent de nombreuses classes dédiées à des disciplines. Retour en classe. C'est midi, la demi-journée d'accueil est terminée. Les Niederbronnois rentrent chez eux, les autres se rendent au réfectoire pour goûter cette fois aux joies de la demi-pension. Alors, c'est bon la cantine ? Retour dans la cour, le temps de poser quelques questions à nos 2 6e. On a fait les emplois du temps. On a vu avec quel maître ou maîtresse principale on était et les autres maîtres pour les autres matières. On a parlé du règlement On a parlé du règlement. Ça y est, c'est l'heure de prendre le bus pour retourner dans les fouilles. Un dernier mot pour la route ? De voir le bon caillou dans le tas de cailloux. Je suis un habitant de Griesbach depuis 1976 et je m'intéresse plus ou moins à la vie du village et tout ce qui est autour, donc principalement aussi les fossiles. Depuis 1970, je collectionne les fossiles un peu, surtout principalement dans la région et surtout sur Gundershofen, Griesbach. Disons, si je prends tous mes tâches, je dois être aux environs de 2000. Un site pratiquement à 300 mètres de chez moi, l'autre à 1,5 km, 2 km chez moi. Ça commence souvent par la bibliographie, on étudie des livres, après on étudie des cartes pour essayer de trouver des sites. La plupart du temps, en ayant fait de bonnes études préliminaires, on ne rentre pas bredouille. Rien de mieux qu'un bon orage, c'est surtout là qu'on peut chercher dans les ravins. Autrement, en automne, profiter des labours. Quand il y a des labours dans les champs, il faut passer derrière le laboureur. Lui, il sème, nous on ramasse. Les bottes, en général une veste et un chapeau. Surtout un chapeau pour les épines d'acacia, il y en a pas mal. Et une machette, parce qu'apparemment c'est une véritable jungle, on n'arrive pas à passer, donc il faut se rayer un chemin. Un marteau de géologue, des fois aussi une grosse massette et quelques burins. Et puis un bâton pour sonder la profondeur de l'eau. À certains endroits, on peut effectivement plutôt couler ou nager. On se trouve à la sortie de Gundershofen vers Schirlenhof, au fond d'un ravin qui est apparemment à 40 mètres de profondeur par rapport à la surface du sol. Donc c'est un site où effectivement les eaux de pluie ravinent tellement que les fossiles sortent d'eux-mêmes, il suffit de se presser pour les ramasser. Tout à l'heure on a trouvé des bélemnites et des morceaux d'ammonite. Mais c'est pratiquement un des fossiles les plus courants dans la région. Disons pratiquement 3 parts de ce que je trouve restera sur place. Maintenant avec la collection qu'on commence à avoir, on ne cherche plus que les spécimens les plus beaux. Le côté sportif c'est sûr, il faut un peu d'entraînement. Faut pas être trop gros quand même, on passe pas partout comme vous avez vu quand on était en route.
Donc quand on trouve un gros bloc, le meilleur moyen de le casser, c'est effectivement de le mettre dans un étau. C'est-à-dire on contrôle un peu le litage par rapport aux anomalies qui sont dedans. Et si on répare bien l'endroit, à l'étau, on arrive effectivement à couper la pierre pratiquement en 2 ou 3 parties et à récupérer les ammonites entières. Puis après, bon, si ça ne passe pas à l'étau, il faut effectivement passer au burin, à la massette. Et là aussi, trouver l'endroit où il faut vraiment taper pour pouvoir utiliser le plus les produits qui sont dedans. Bon, il y a souvent de la casse, hein, on ne peut pas tout récupérer. Et après, quand il y a une belle pièce, souvent on le finit très finement avec un très petit burin et un marteau très léger. Mais là, dégager un fossile, j'en ai où j'ai mis pratiquement 2-3 jours à les dégager comme il faut. Mais le résultat en vaut la peine après. Après, elles sont lavées, bien lavées, rincées. Et après, elles sont traitées à la laque de cheveux pour qu'elles attrapent un priant. Et ça finit dans une vitrine. Pour le type d'espèce, d'abord, ce qu'il faut surtout, c'est une bonne bibliographie. Hein. C'est-à-dire il faut au minimum un guide géologique régionaux, c'est les fossiles de France. Donc là, on arrive déjà assez bien à déterminer. La deuxième chose, c'est une carte géologique. Il faut toujours savoir sur quel terrain on est. C'est par rapport à ce terrain qu'on arrive à trouver effectivement le type de fossile. Donc après, il suffit d'une belle loupe. On étudie son fossile, on cherche la correspondance à l'intérieur du livre. Et c'est toujours ce qui est vraiment le bonheur du chercheur, c'est effectivement de pouvoir mettre un nom sur le fossile qu'il a trouvé. Sachant que dès qu'on peut mettre un nom, on peut aussi mettre un âge. Les fossiles qu'on trouve à Gundershofen, c'est principalement de la faune marine, c'est-à-dire à l'époque, même la dernière fois, il y a 2 millions d'années, l'Alsace et surtout la région étaient recouvertes par la mer. Gundershofen en général, c'est le Jurassique inférieur, c'est-à-dire c'est une période qui va de 175 à 195 millions d'années. Donc là, on parle toujours en millions d'années, une demi-dôme par rapport, ce n'est rien du tout. Le public est en contact d'abord avec le pharmacien et ses collaborateurs pharmaciens, donc des assistants qui ont également le même diplôme mais qui ne sont pas propriétaires de la pharmacie, qui sont salariés, et des préparateurs en pharmacie et préparatrices en pharmacie. Le médecin va établir le diagnostic et il va donner une ordonnance avec un certain nombre de médicaments. Le pharmacien est habilité à délivrer ces médicaments. Les gens ont aussi l'habitude, les clients ont l'habitude de venir nous voir pour des problèmes où ils estiment que, par exemple, ils n'ont pas besoin du médecin. Ils ont l'habitude de s'auto-médiquer, comme on dit. Donc, ils viennent chercher des médicaments que nous pouvons leur délivrer sans ordonnance. Aujourd'hui, il y a la carte vitale à ne plus oublier. Si vous avez votre carte vitale, n'importe où en France, vous pouvez vous faire délivrer vos médicaments. Juste, vous n'aurez qu'à payer le ticket modérateur, c'est tout. Tout le reste, n'importe quel pharmacien de France doit pouvoir vous faire un tiers payant. Il est bien entendu que nous avons plusieurs sortes de médicaments dans nos officines. Nous avons des médicaments qui sont exclusivement à délivrer sur ordonnance, mais nous en avons d'autres que nous pouvons délivrer hors ordonnance du médecin. Les formes ne correspondent pas toujours à l'usage que veut en faire le malade. Donc on peut les déconditionner, les reconditionner sous une autre forme plus facile à prendre par le malade. On a beaucoup de pommades, de choses comme ça à préparer, ou si vous voulez, sur le marché n'existent pas les dosages ou les excipients adaptés. Il y a une nouvelle ouverture pour nous actuellement par le générique. Le médicament générique, c'est la prescription, c'est, si vous voulez, revenir à la prescription du produit chimique initial. On me dit de l'aspirine, moi je peux avoir 56 sortes d'aspirine. Donc je vais demander au malade, vous voulez de l'aspirine effervescente, vous la préférez en poudre, vous la préférez en comprimé, vous la voulez en suppôt, vous la voulez comment votre aspirine? Au lieu de prescrire un nom, on va me prescrire le produit. Et c'est moi qui choisirai et qui donnerai au malade la forme qui lui convient. Donc, en fait, dans la démarche du générique, il y a quelque chose, moi, qui me plaît
au départ, c'est cette prescription de nouveau initiale du produit chimique. Le nom a simplement changé. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'appeler le médicament, de lui donner un nom de fantaisie, on lui donne le nom du produit qui le compose. Et donc, c'est exactement la même chose. Vous allez partout, les gens ont l'habitude de se soigner avec ce que leur donne la nature. Or, ce que donne la nature, il faut le préparer, il faut l'apprêter. Et il y a de tout temps eu des gens qui se sont spécialisés dans la manière de préparer. Nous, on utilise des produits chimiques et on leur donne une forme qui leur permet d'être assimilés. C'est un peu plus poussé, mais c'est toujours la même chose. Donc, les médicaments qui sont ramenés à la pharmacie rentrent dans un dispositif qui s'appelle Cyclamed. Donc il y a deux choses. D'une part, les médicaments qui ne sont pas valorisables, qu'on n'appelle pas valorisables, et qui sont donc détruits. Donc là, ils se rendent dans un dispositif de recyclage. D'autre part, vous avez l'autre dispositif, c'est ce qu'on des médicaments qui sont valorisables, donc qui ne sont pas périmés et qui sont à ce moment-là aiguillés, notamment pour les populations les plus démunies ou en France et à l'étranger. Donc dans des dispensaires en Afrique, etc. C'est vrai qu'actuellement, quand vous venez chez nous, que vous nous présentez une ordonnance, on est des exécutants d'ordonnance, c'est vrai. Regardez comme ça, le métier, c'est délivrer des boîtes. Mais moi, je pense qu'on a plus à faire, on a accompagné le malade. Et si on sait se donner ce temps-là, je pense qu'on fait notre métier.